Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier thème de ce grand chapitre qui est le relief de la Terre, à savoir l'érosion. Et la première question qui se pose est qu'est-ce que l'érosion? L'érosion, c'est tout simplement le processus de dégradation et de transformation du relief et des roches. En effet, pour le dire différemment, l'érosion, c'est la destruction progressive des roches qui composent le relief, et cette destruction va entraîner une modification durable du paysage. Cette modification passe par différents facteurs qui participent plus ou moins à l'érosion. En effet, on va revenir d'ici quelques instants sur les principales causes de l'érosion, mais il y a des conditions préalables qui encouragent ou freinent l'érosion suivant les régions. Et la première de ces conditions, c'est tout simplement le climat. Certains climats sont ainsi plus chauds, plus humides, là où d'autres sont plus froids et plus secs, et tous ces éléments vont avoir un impact sur la capacité d'un sol à être érodé ou non. De la même manière, le relief entre directement en compte puisque des reliefs prononcés, à l'image des Alpes par exemple, connaissent des pentes beaucoup plus marquées. Et ces pentes vont entraîner aussi beaucoup plus d'érosion, là où des sols extrêmement plats seront assez peu sensibles, assez peu sujets finalement à cette érosion. La dureté, la chimie de la roche, entre ainsi en compte, puisque une roche peut plus ou moins facilement faire face à l'érosion. Certaines roches sont très sensibles, on l'avait vu notamment avec les roches calcaires, les roches sédimentaires de manière générale, là où d'autres sont beaucoup plus résistantes. Ainsi, des roches dures ou des roches dont la composition chimique est plutôt résistante tiendront mieux face à l'érosion, là où d'autres finiront inévitablement par être rongées par la nature. La couverture ou non végétale a également un impact puisque des régions qui sont recouvertes par les arbres, par des arbustes, vont être généralement plutôt protégées, là où les régions qui sont à découvert vont être assez facilement sujettes à l'érosion, notamment l'érosion du vent ou l'érosion de la pluie. Enfin, l'action humaine participe également à la capacité d'un sol à être érodé ou non, puisque, vous le voyez sur cette image, l'homme a bâti dans certaines régions des haies, des obstacles naturels au vent pour empêcher justement le sol d'être débarrassé de ses couches supérieures, souvent les plus riches du point de vue de la fertilité. Donc l'activité humaine participe aussi, d'une certaine manière, à l'érosion des sols, soit en l'intensifiant dans certaines régions, soit en la réduisant dans d'autres. De manière générale, il faut savoir que l'érosion s'opère à différentes échelles temporelles. En effet, une érosion peut se dérouler en quelques heures, pour une avalanche par exemple, à quelques jours, quelques années ou quelques millions d'années lorsque les facteurs sont plus étendus. Vous le voyez sur cette première image, l'avalanche, bien évidemment, en dévalant les pentes, va entraîner avec elle beaucoup de matière qui va participer justement à cette érosion et à cette redéfinition du paysage. C'est la même chose lorsqu'on a des torrents alpins, par exemple, des choses qui se produisent avec une intensité assez marquée et qui vont donc ronger les roches très rapidement. À l'inverse, vous le voyez ici, par exemple, pour le Grand Canyon, on est sur des processus qui durent quelques dizaines de millions d'années, tout simplement parce qu'il faut du temps pour façonner ces paysages et que l'activité, notamment de l'eau ou du vent, s'est échelonnée sur plusieurs siècles, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de siècles. Le processus d'érosion lui-même est relativement simple. On en a, disons, plusieurs formes, mais le fonctionnement reste globalement souvent le même. On a la destruction du matériel rocheux qui entraîne ensuite un transport des sédiments jusqu'à l'accumulation des débris. Et on terminera ensuite, très logiquement, par cette étape de diagenèse qu'on a déjà évoquée lorsqu'on a parlé de la transformation des sédiments en roches sédimentaires. Et vous le voyez très bien sur cette image, on a la précipitation qui va entraîner la destruction de certains reliefs. Le ruissellement va également participer à arracher des morceaux de roche, les transformer progressivement en sédiments toujours plus fins, va les transporter jusque dans une zone de dépôt, là où le courant n'est plus suffisamment fort pour les transporter plus loin. On distingue deux types d'érosion. La première, c'est l'érosion mécanique et c'est celle qui va nous intéresser dans un premier temps. Nous nous intéresserons ensuite à l'érosion chimique. Mais l'érosion mécanique, de manière générale, c'est l'érosion qui est liée à l'activité des glaciers et qui donne notamment des vallées en U, des roches moutonnées, des moraines, des cheminées de fées, des blocs erratiques par exemple. Alors que l'érosion mécanique provoquée par l'eau, par exemple, vous avez ici une image de glacier, par l'eau donc entraînera plutôt des vallées en V, des gorges, des deltas, des cônes de déjection, des canyons ou des estuaires comme nous en reparlerons plus tard, des méandres également, ce sera aussi l'occasion de revenir. Le vent
engendre plutôt des arches, des roches champignons, des ergues et des règues. Nous en reparlerons également. Le gel et dégel peut créer des talus d'éboulis, par exemple, et la pesanteur, enfin, peut également entraîner dans sa chute un certain nombre d'éléments qui vont eux-mêmes arracher au sol d'autres éléments. Donc tous ces éléments participent à l'érosion mécanique. L'érosion chimique, cependant, s'articule sur d'autres éléments, d'autres bases, la dissolution principalement des roches. Et c'est ce que vous avez tous déjà observé, notamment dans les grottes que vous avez pu visiter tout au long de votre parcours scolaire, mais également de votre vie quotidienne, puisque l'eau va s'infiltrer dans les différentes couches de roches, va dissoudre certaines des composantes de ces roches, notamment pour les roches calcaires, et va créer des reliefs assez particuliers, des reliefs karstiques, dont nous reparlerons d'ici quelques instants, créant des éléments dont vous avez tous déjà entendu parler, mais qui sera pour nous l'occasion de redécouvrir assez rapidement. Concernant l'érosion mécanique donc, il s'agit, vous l'aurez compris, de la désagrégation sous l'action d'une force physique qui arrache des morceaux de roche plus ou moins volumineux. En d'autres termes, c'est la destruction du relief par une force physique. Et cette force physique peut s'exprimer à travers l'éclatement dû au gel ou à la chaleur. Vous le savez, lorsque l'eau s'infiltre par exemple dans les fissures et qu'elle gèle, elle va prendre plus de place et donc va entraîner la destruction, l'éclatement de la roche en écartant cette fissure. Mais vous avez également tout ce qui est usure par frottement, le glacier, le vent, l'écoulement des eaux, on en a parlé. Ici, ce qu'il convient de préciser, c'est que ce n'est pas forcément l'eau ou le vent lui-même qui participe à l'érosion, c'est plutôt tout ce qui est transporté, notamment par le vent, qui va ronger le sol. Ainsi, le vent est chargé par exemple en sable, en poussière, qui, à force de frotter contre la roche, vont dégrader progressivement cette roche. Encore une fois, tout ça dépend bien évidemment de la couverture végétale, puisque là où on aura des obstacles, notamment créés par des arbres, on aura moins de possibilités d'érosion. C'est donc un phénomène qui a un impact extrêmement important dans les régions qui sont froides, ainsi que dans les régions arides, puisque justement, on aura cette possibilité de beaucoup de vent, par exemple, de beaucoup d'humidité aussi pour les régions froides, beaucoup moins pour les régions arides, mais là, ce sera principalement le sable du désert qui participe à ce phénomène. Vous avez ici une petite vidéo sur laquelle je ne vais pas forcément revenir. Je me permettrai juste de commenter quelques éléments. Vous la retrouvez assez facilement sur le lien que vous pouvez observer. Et tout se passe de cette manière-là. Vous le voyez, sur les côtes, on a progressivement cette vague qui va ronger les falaises et qui va créer ces arches assez particulières que vous connaissez certainement tous, que vous avez déjà tous pu observer. De la même manière, les méandres qui se créent avec le courant de l'eau qui va ronger progressivement certaines côtes. Vous avez ici le cas des déserts où le vent va arracher certaines couches progressivement, créant des dunes à certains endroits et libérant des cailloux à d'autres. Des aires de sable, des aires de roche, nous en reparlerons bien évidemment. Vous avez justement cette grande mobilité des dunes qui est marquée par ce phénomène puisque le vent va pousser le sable et c'est pour ça qu'un désert n'est jamais totalement identique à lui-même. De la même manière, vous le voyez ici avec les précipitations, l'eau de pluie va pouvoir ronger certaines parties, va mettre à nu certaines roches et pas forcément d'autres. De la même manière qu'elle va s'infiltrer, geler, dégeler, jusqu'à provoquer la rupture des roches et à partir de là, des grosses fissures. Vous le voyez ici également, les vallées en V. Nous verrons ensuite les vallées en U avec soit les rivières, soit les glaciers qui participent justement à façonner ce paysage en rongeant progressivement le sol de ces grands espaces. Ici, vous avez tout ce dépôt, bien évidemment, avec le vent, avec l'écoulement des eaux, qui va amener la matière, qui va s'accumuler justement à l'embouchure des fleuves, créant des ensembles de reliefs assez particuliers dont nous aurons également l'occasion de parler. Vous le voyez ici très bien sur l'image, cette accumulation progressive qui va créer des couches qui s'élèvent de plus en plus haut, qui va participer dans une certaine mesure à un prolongement du continent dans l'océan, alors qu'à mesure, le relief diminue progressivement. Et vous le voyez, avec l'activité des plaques tectoniques, ces dépôts sédimentaires vont progressivement être compressés, soulevés et entraîner l'apparition de nouveaux reliefs. Donc tout n'est finalement qu'un éternel recommencement. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de l'eau et de l'érosion. L'eau se manifeste à travers différents phénomènes. Le premier d'entre eux, c'est le ruissellement. Et c'est ce que vous pouvez assez facilement voir dans des champs, par exemple, après de très fortes précipitations, mais également dans des vignes. On a beaucoup parlé au cours des derniers mois, des dernières années,
avec des orages particulièrement violents. Et vous voyez le ravinement que ça peut créer justement dans ces espaces, l'eau qui va arracher une partie du sol et créer des dégâts assez importants, créer des sillons assez remarquables. Vous le voyez ici également, vous le voyez enfin, par exemple, ici sur une vigne. Ce ruissellement peut, à force, créer des vallées, et notamment des vallées fluviales. C'est la vallée en V que vous connaissez tous. En vallée, elles sont particulièrement nombreuses. C'est lié à l'écoulement de l'eau, le fond de la rivière, le fond du torrent, qui va creuser progressivement la vallée. Et c'est cette vallée typiquement en V, tout simplement parce qu'il y a un seul point où l'érosion se fait. Donc la vallée devient de plus en plus profonde, de plus en plus marquée. C'est ce que vous avez par exemple ici, de manière assez explicite. Le cas extrême, ce serait la gorge. Et vous avez tous déjà vu des gorges également, les gorges du Trien notamment, qui ne sont pas loin, mais par exemple pour Fribourg, les gorges du Gotthérand, qui sont des vallées très étroites et très encaissées. Ici, le cours d'eau a rongé la roche sur un espace très concentré, ce qui a créé une vallée extrêmement profonde et serrée, très encaissée donc, avec des parois vertigineuses de chaque côté. C'est ce que l'on trouve ici, mais c'est ce que l'on trouve également à Fribourg, par exemple, comme j'ai dit précédemment. Ce ruissellement va engendrer la naissance dans certaines situations de delta. C'est ce que vous observez par exemple ici, c'est le delta du Nil, c'est l'embouchure d'un fleuve avec peu de courants marins. Les sédiments qui sont transportés par le Nil vont arriver jusqu'en Méditerranée, vont s'accumuler, et faute de courant, vont former une extension du territoire, une extension du sol au niveau de l'océan qui va progressivement émerger. Donc c'est tout simplement l'accumulation des sédiments qui sont transportés par les différents bras du Nil. Et c'est ce qui se passe au niveau du Nil, mais c'est aussi ce qui se passe au niveau de bien des rivières et par exemple du Rhône. Vous le voyez ici, on a une partie des sédiments qui, lorsqu'ils arrivent au niveau du lac Léman, vont rester en attente et vont créer des espaces nouveaux. Au niveau du lac Léman, on veille à toujours disperser un petit peu cette matière pour éviter justement l'extension de l'espace terrestre, mais c'est quand même un phénomène qui pourrait se produire naturellement. À l'inverse des estuaires. L'estuaire, c'est justement l'embouchure d'un fleuve avec un courant marin suffisamment fort pour évacuer les sédiments. C'est ce que l'on voit ici, ou ce que l'on voit par exemple à l'embouchure de la Seine. Ici, lorsque la Seine se jette dans la mer, le courant est suffisamment fort pour disperser les sédiments. Donc on ne va pas avoir de sol qui apparaissent, on va avoir une embouchure particulièrement vaste. C'est ce qu'on appelle un estuaire. Autre phénomène lié au ruissellement, phénomène que vous connaissez certainement, les canyons. Les canyons, c'est tout simplement des gorges parfois, aux parois très abruptes, qui ont été creusées par un cours d'eau, notamment en Amérique, mais aussi en Afrique. Des choses qu'on retrouve et que vous connaissez certainement aux États-Unis, au Mexique, mais aussi dans pas mal de pays justement africains. Et finalement, c'est pas forcément très différent des gorges que l'on a chez nous, si ce n'est que le nom est quelque peu différent. Et vous le voyez très bien sur cette image finalement, ce fond qui a été très fortement creusé, là où les côtés de chaque de la rivière restent finalement assez droits, du type falaise. Autre élément, les méandres. Les méandres qui sont des sinuosités très prononcées du cours d'un fleuve ou d'une rivière et qui se produisent naturellement lorsque le courant est suffisamment fort pour éroder les berges en présence de matériaux plus résistants. Donc ça va créer un serpent, tout simplement. Le fleuve va serpenter, vous le voyez ici, et vous le voyez également plus facilement ici, tout simplement parce qu'avec le courant, on va avoir progressivement certaines berges qui vont être érodées là où d'autres le seront moins, et ça va créer justement un zigzag. Cependant, dans certains cas, ces méandres peuvent se fermer, très logiquement, puisque l'érosion va se poursuivre encore et encore. Ce qui, à l'origine, faisait un virage, peut devenir beaucoup plus droit. Vous le voyez sur ce graphique, vous pouvez le voir également sur cette image, où le méandre, finalement, arrive bientôt à son terme, et où le fleuve, la rivière, risque de poursuivre son chemin de manière beaucoup plus linéaire. Enfin, le cône de déjection, c'est ce que vous observez notamment ici. Ce qui se passe, c'est que c'est tout simplement une accumulation dans les parties les plus basses du torrent des débris qui ont été arrachés en amont. C'est ce que vous voyez très bien ici, vous le voyez justement. L'eau va être captée au niveau des montagnes, va s'assembler pour former un torrent alpin. Forcément,
là où elle coule, elle va arracher de la matière. Cette matière va être transportée. Comme le torrent, c'est souvent quelque chose d'assez violent, d'assez fort, le courant est suffisamment important pour transporter la matière jusque dans la plaine. Et c'est dans la plaine qu'on va avoir l'apparition d'un cône de déjection, d'une zone de dépôt. C'est le cas pour ceux qui connaissent de Chamoson, par exemple. Chamoson a été construit sur un cône de déjection, puisque toute la matière qui a été transportée s'est accumulée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque vous passez à proximité de Chamoson, vous voyez le village un petit peu plus élevé par rapport à la plaine, sur un espace un peu rebondi. C'est tout simplement un cône de déjection. Voilà. Nous pourrions nous étendre bien évidemment davantage sur ces éléments. C'est ici pas l'objectif. Ça nous donne déjà un aperçu un petit peu de ce principe d'érosion. Ici, de l'érosion mécanique, principalement liée à l'eau. La prochaine fois, nous parlerons notamment de la glace et du vent. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et comme toujours, je reste à disposition pour vos questions si vous en avez.